Mes parents et mon frère ont conspiré pour l'installer dans mon chalet de montagne hérité après mon refus. Quand je suis arrivé pour un week-end paisible, j'ai trouvé un camion de déménagement dans mon allée et sa femme enceinte en train d'aménager une chambre de bébé. J'ai appelé le shérif sans hésitation. Je suis Marc, j'ai 32 ans et j'ai dû appeler le shérif à cause de mes propres parents et de mon frère après les avoir découverts en train d'emménager dans le chalet de montagne que mon grand-père m'avait laissé. Avant de vous parler de la preuve indéniable et révolutionnaire que j'avais sur mon téléphone et qui a cloué le bec de mon père une fois pour toutes, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Cela aide toujours de savoir à qui je parle. Tout a commencé avec la promesse du silence, le genre de tranquillité profonde et apaisante que l'on ne trouve que sous une couverture d'étoiles à des kilomètres de l'autoroute la plus proche. C'est ce que le chalet représentait pour moi. Ce n'était pas juste un bâtiment, c'était un héritage façonné dans le bois et la pierre, perché sur une montagne qui abritait 40 ans des meilleurs souvenirs de ma famille. Mon grand-père, un homme dont la force tranquille était sa marque de fabrique, l'a construit de ses propres mains. Quand il est décédé il y a 3 ans, il me l'a légué dans son testament un pas à la famille, à moi. C'était l'héritage le plus important que je puisse imaginer, un lien direct avec l'homme que j'admirais le plus et ma seule véritable échappatoire au train-train incessant de ma vie en ville. Ce vendredi en particulier, mon âme criait à l'aide pour cette évasion. La semaine avait été un défi incessant de réunions consécutives, un projet qui avait déraillé et la pression constante et bourdonnante de la vie d'entreprise. Mes épaules étaient tendues, ma tête me faisait mal et tout ce que je pouvais imaginer, c'était ces 2 heures de route, regardant la jungle de béton reculer dans mon rétroviseur alors que je montais de plus en plus haut dans les montagnes. J'imaginais le moment parfaitement, assis sur la large terrasse en bois, une bière fraîche transpirant dans ma main, le soleil couchant colorant les sommets de violet et d'orange. Le seul bruit serait le vent bruissant à travers les feuilles de tremble, un son que mon grand-père appelait la musique de la montagne. C'est la paix que je recherchais. Alors que je tournais mon camion de la route principale sur le chemin de gravier familier, un fragment de cette paix a commencé à s'installer. La poussière qui se soulevait derrière moi donnait l'impression d'éliminer la crasse de la ville. J'ai passé le dernier virage bordé de pins, mes yeux cherchant le premier aperçu du toit emblématique en A du chalet, et puis je l'ai vu, et le monde a basculé sur son axe. Le chalet était là, solide et magnifique comme toujours, mais mon allée, ma part privée de solitude montagnarde, ressemblait à une zone de rassemblement chaotique pour une invasion. La Buick vieillissante de mes parents était garée négligemment, tout comme le pick-up déglingué et rouillé de mon frère Eric. Derrière eux deux, comme une bête jaune géante de mauvaises nouvelles, se trouvait un camion de déménagement. Mon cœur n'a pas juste chuté, il a dégringolé. Un goût froid et métallique m'a envahi la bouche. Cela ne pouvait pas arriver. J'ai coupé le moteur et le silence soudain était assourdissant, amplifiant les battements frénétiques dans ma poitrine. Je suis sorti, le claquement de la portière de mon camion résonnant comme un coup de feu dans l'air calme. La porte d'entrée de mon chalet était grande ouverte. Je me suis dirigé vers elle, chaque pas plus lourd que le précédent, une tempête de confusion et d'appréhension se préparant en moi. La scène à l'intérieur était une horreur surréaliste. Des cartons portant une écriture inconnue étaient empilés dans le salon. Mon père, Robert, se tenait les mains sur les hanches, donnant des ordres à 2 déménageurs à l'air fatigués qui avaient du mal à manœuvrer un hideux canapé à imprimer floral que je n'avais jamais vu de ma vie. Non, non, pivotez-le. Pivotez-le, commanda-t-il, sa voix résonnant d'une autorité usurpée. Il doit être centré sur le foyer. Ma mère, Linda, était dans la cuisine, fredonnant un air joyeux alors qu'elle déballait un ensemble d'assiettes en céramique criarde dans les armoires mêmes que mon grand-père avait construites. Dans la 2e chambre, ma chambre d'amis, se trouvait la petite amie enceinte d'Eric, Jessica. Elle tenait une guirlande de décalcomanie d'animaux aux couleurs pastel contre le mur, riant alors qu'elle planifiait une chambre de bébé dans ma maison. Ils se sont tous tournés alors que je franchissais le seuil, un fantôme à mon propre festin. Le sourire de ma mère était douloureusement éclatant. Marc. Quelle surprise! Nous allions t'appeler une fois que tout serait installé. Mon regard a balayé du canapé les hauts cartons étrangers en passant par le ventre gonflé de Jessica. Ma voix est sortie comme un murmure bas et dangereux, qu'est-ce que tout ça? Mon père a tapé des mains, un large sourire suffisant se répandant sur son visage. Il s'est approché et a drapé un bras lourd sur mon épaule. Ce n'était pas un geste d'affection, c'était une démonstration de pouvoir, une déclaration physique de domination. Nous avons pris une décision exécutive, en tant que tes parents, annonça-t-il, sa voix tonnant comme s'il s'adressait à une foule. Ce chalet est une propriété familiale. Ton frère en a plus besoin que toi.
Il est temps que tu apprennes à partager, mon fils. Je les regardais fixement, les mots résonnant dans mes oreilles, tellement pleins d'arrogance qu'ils étaient presque absurdes. Ils ne demandaient pas, ils m'informaient d'un verdict sur lequel je n'avais pas mon mot à dire. Ils avaient comploté, conspiré et étaient maintenant en train d'exécuter une prise de contrôle à grande échelle du seul véritable sanctuaire de ma vie. Instinctivement, je reculai, me débarrassant de sa main. Un silence épais et provocateur s'ensuivit. Le sourire de mon père ne faiblit pas. Il croyait vraiment qu'il était dans son droit. Il croyait que je protesterais, puis me plaindrais, et puis, comme je l'avais fait tant de fois auparavant, je céderais simplement. Il avait tort, archi faux. Lentement, délibérément, j'ai plongé la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Cette simple action sembla aspirer l'air de la pièce. Le fredonnement de ma mère s'était arrêté, le sourire de mon père s'était crispé sur les bords. Je n'ai pas navigué jusqu'à mes appels récents. J'ai ouvert un dossier sur mon écran d'accueil, un dossier que j'avais créé dans ce but précis, en espérant ne jamais avoir à l'utiliser. Il était simplement intitulé « Preuve ». Le dossier « Preuve » sur mon téléphone était un sombre témoignage du fait que cette invasion n'était pas un acte spontané. C'était la conclusion logique d'une campagne qui avait été menée contre mes limites pendant des mois, un goutte-à-goutte de manque de respect qui avait finalement érodé complètement ma confiance. Pour vraiment comprendre, il faut comprendre le paysage de ma famille. J'étais le fils responsable, celui qui avait obtenu son diplôme, déménagé en ville et gravi les échelons de l'entreprise. J'étais stable, indépendant et, à leurs yeux, distant. Ensuite, il y avait mon jeune frère, Eric, l'enfant chéri, le projet qui n'a jamais vraiment décollé. Eric était un maître dans l'art d'échouer en progressant, toujours protégé par le stock infini d'excuses et de renflouements financiers de mes parents. Il avait navigué dans la vie sur une vague de il est juste en train de trouver sa passion et le monde est dur pour les jeunes. Pendant ce temps, mes réalisations étaient considérées avec un étrange mélange de fierté et de ressentiment. Mon travail exigeant signifiait que je les négligeais, mon indépendance financière signifiait que je n'avais pas besoin d'eux. J'étais une réussite, mais j'étais une réussite égoïste, et le chalet, l'héritage de mon grand-père pour moi, est devenu le symbole ultime de cet égoïsme. Dans leur narration, j'étais un dragon amassant un trésor qui appartenait de plein droit à tout le royaume. La première secousse du tremblement de terre à venir s'est produite environ 3 mois auparavant. C'était un dîner du dimanche chez mes parents, un rituel obligatoire. J'étais allé dans la cuisine pour prendre une bière dans le réfrigérateur quand j'ai entendu la voix basse et grondante de mon père depuis le salon adjacent. Il parlait à Eric, qui se plaignait de l'appartement exigu qu'il partageait avec Jessica. « Tiens, dit mon père. » Un faible tintement métallique suivit ces mots, un son qui fit dresser les poils sur mon bras. « C'est la clé de rechange du chalet. Ta mère et moi en avons fait faire une copie il y a des lustres pour les urgences. On s'est dit que c'était bien d'en avoir une dans la famille. » Ma main se figea sur la porte du réfrigérateur. Une clé de rechange ? C'était la première fois que j'en entendais parler, une clé d'urgence qu'il n'avait jamais pensé à mentionner au propriétaire actuel. N'en fais pas toute une histoire avec Marc, continua mon père, sa voix baissant sur un ton conspirateur que je connaissais trop bien. Tu sais comment il est, il se prend pour le roi de cette montagne. Mais tu devrais te sentir libre de l'utiliser, d'emmener Jessica là-haut pour un week-end. Un endroit comme ça devrait être apprécié. C'est un endroit familial, mon fils. Souviens-toi de ça. Je suis resté là, caché par le chambranle de la porte, mon cœur battant un rythme malade et lourd. La tromperie désinvolte était stupéfiante. Il ne se contentait pas de donner une clé à mon frère, il lui donnait une narration dans laquelle j'étais le gardien déraisonnable d'une propriété commune. J'ai attendu quelques minutes, je me suis repris et je suis retourné dans le salon. Il regardait un match de football, riant à une publicité, l'image même de l'innocence. Je ne pouvais pas laisser tomber. J'ai appelé mon père 2 jours plus tard, déterminé à gérer la situation comme un adulte calme et rationnel. « Et, papa, commençai-je, gardant une voix égale, je crois que je t'ai entendu parler à Eric d'une clé de rechange du chalet. Je ne suis vraiment pas à l'aise avec ça. J'ai besoin d'être le seul à y avoir accès. » Sa réponse fut un chef-d'œuvre de gaslighting. « Une clé, Marc ? Tu as du mal à entendre. Je lui disais juste qu'on devrait en faire une de rechange pour toi, au cas où tu perdrais la tienne. Tu es toujours tellement occupé, tu pourrais perdre la tête si elle n'était pas attachée. Non, papa, je suis certain de t'avoir entendu dire que tu en avais déjà une et que tu la lui avais donnée.
Tu es trop sensible, soupira-t-il, son ton passant à celui d'une patience lasse comme s'il s'agissait d'un enfant difficile. C'est pour ton propre bien, pour le bien de la famille. Et s'il y avait une canalisation qui éclate ou un incendie? Il faut qu'on puisse entrer. Alors vous m'appelleriez, et je monterai en voiture, insistai-je, ma prise sur le téléphone se resserrant. C'est comme ça que ça marche. C'est ma propriété. Grand-père me l'a confié. J'ai besoin que tu récupères cette clé auprès d'Eric. D'accord, on en parlera plus tard, dit-il d'un ton dédaigneux, changeant immédiatement de sujet. As-tu vu l'évaluation de la taxe foncière sur ma maison? C'est criminel. Et juste comme ça, la conversation était terminée. Il m'avait mis sur une voie de garage. Il avait décidé de ça. Cette conversation fut l'étincelle. Une suspicion froide et dure commença à se cristalliser dans mon esprit. Il ne s'agissait pas seulement d'une clé, il s'agissait de contrôle. Il s'agissait de leur refus de me voir comme un adulte avec des droits qu'ils étaient tenus de respecter. Cette nuit-là, incapable de dormir, je me suis assis dans l'obscurité de mon appartement en ville et je me suis connecté à mon compte pour le service internet du chalet. C'était moi qui payais la facture, après tout. L'estomac noué, j'ai navigué jusqu'au panneau d'administration, la section qui affichait tous les appareils connectés. Et c'était là, en noir et blanc, une liste mon MacBook Pro, mon iPhone, et puis deux autres, l'iPhone d'Eric et le Galaxy S21 de Jessica. Les journaux étaient détaillés et accablants. Ils montraient de multiples connexions au cours des 2 derniers mois, toujours les mardis ou mercredis quand ils savaient que j'étais à 160 km de là, enchaîné à un bureau. L'air quitta mes poumons. Ils se faufilaient là-haut, utilisant ma maison, mon eau, mon électricité, mon Wi-Fi, traitant mon sanctuaire comme un motel gratuit. Puis un autre souvenir fit surface, me frappant avec la force d'un coup physique. Environ un mois auparavant, j'étais monté pour un week-end. Pendant que je nettoyais, j'ai trouvé une petite barrette en plastique rose vif coincée au fond des coussins du fauteuil près de la cheminée. J'avais été mystifié à l'époque. Je n'avais pas d'enfant, aucun de mes invités récents non plus. Je l'ai jetée dans un tiroir, pensant qu'elle devait être là depuis des lustres, mais maintenant je savais. Emma, la fille de Jessica, avait 3 ans, je l'avais vue porter des barrettes comme celle-là. Les pièces ne se mettaient pas seulement en place, elles s'entrechoquaient, formant une mosaïque hideuse et irréfutable de tromperie. Il ne s'agissait plus seulement d'un manque de respect, cela ressemblait à une campagne coordonnée et stratégique visant à saper ma propriété. J'avais besoin d'un allié. J'avais besoin de quelqu'un en dehors de la bulle familiale qui ne me dirait pas que j'étais trop sensible. J'ai appelé David, mon meilleur ami de l'université. Il avait assisté aux premières loges à la marque unique de dysfonctionnement de ma famille depuis plus d'1 décennie. Tu ne vas pas croire ce que je viens de découvrir, dis-je, et toute l'histoire se déversa à la clé, le gaslighting, les journaux Wi-Fi, la barrette rose. David écouta sans m'interrompre. Quand j'ai finalement manqué de souffle, il laissa échapper un long sifflement bas. Waouh, Marc, juste waouh. J'aimerais pouvoir dire que je suis surpris, mais je ne le suis pas. C'est leur modèle depuis toujours. Eric est le prince, et tu es le gars qui est censé financer le royaume. Mais que dois-je faire, Dave, demandai-je, la frustration rendant ma voix rauque. Comment puis-je combattre ça? Écoute, mec, tu as dépassé le point d'avoir une conversation raisonnable avec eux, dit-il, sa voix ferme et sérieuse. Ils t'ont montré qu'ils n'écouteront pas la raison, ils ne comprennent que les conséquences. Tu dois cesser de penser comme un fils et commencer à penser comme un propriétaire. Documente tout, chaque appel téléphonique, chaque connexion. Crée une piste de papier. Tu dois te protéger, et je veux dire légalement. Il avait raison. L'espoir d'une réconciliation familiale était un fantasme. Il s'agissait d'un litige de propriété. J'avais affaire à des locataires qui n'avaient jamais signé de bail et qui croyaient être propriétaires de l'immeuble. C'est cette nuit-là que le dossier épreuve est né. J'ai pris des captures d'écran méticuleusement datées des journaux Wi-Fi. J'ai écrit un compte rendu détaillé de ma conversation avec mon père, citant ses évasions verbatimes. J'ai pris une photo de la barrette rose. Je me sentais froid, calculateur et profondément triste. J'étais en train de monter un dossier contre mes propres parents. J'ai décidé de faire une dernière tentative de conversation directe, une déclaration claire et sans ambiguïté de mes limites. Je le ferai lors du prochain dîner du dimanche. Je m'accrochais à un dernier et stupide espoir qu'une confrontation en face à face, un nom clair et énergique,
suffirait à leur faire voir la lumière. Cet espoir était sur le point d'être déchiqueté, piétiné et incendié. Le dimanche suivant, je me suis rendu chez mes parents en me sentant comme un diplomate se dirigeant vers un sommet de paix raté. Le nœud d'appréhension dans mon ventre était un compagnon familier. L'odeur de la cuisine de ma mère, habituellement un parfum de réconfort, sentait maintenant comme un appât dans un piège. J'entrais sur leur territoire, mais j'étais armé d'un mot simple et puissant, non. Je devais juste avoir le courage de l'utiliser. Dès que je suis entré, j'ai su que ce ne serait pas un dîner normal. L'air était chargé d'une étrange gravité performative. Eric était déjà là, assis sur le canapé avec Jessica collée à ses côtés. Elle tenait sa fille de 3 ans, Emma, sur ses genoux. La présence de l'enfant ressemblait à une manœuvre tactique délibérée, un petit bouclier innocent conçu pour me faire passer pour un monstre si je ne capitulais pas. « Marc, chéri, entre, entre. » Ma mère, Linda, appela depuis la cuisine, essuyant ses mains sur un tablier. Son sourire était tellement tendu qu'il semblait douloureux. Ses yeux papillonnaient nerveusement. C'était son masque « Nous sommes tous une famille heureuse », celui qu'elle portait quand une tempête se préparait. Mon père, Robert, se tenait près de la cheminée, les bras croisés, l'air sévère et important. « Mon fils, assieds-toi. Nous devons avoir une conversation et une réunion de famille. » Réunion de famille était leur terme pour un tribunal où mon rôle était d'écouter et d'approuver. J'ai pris le fauteuil isolé en face du canapé, sentant tout le poids de leurs regards combinés. Le procès avait commencé. Mon père s'éclaircit la gorge avec un effet dramatique et ramassa une petite pile de papier sur la cheminée. « Ta mère et moi avons beaucoup réfléchi à l'avenir, à l'héritage, à ce qui est juste et bon pour cette famille, et tout revient au chalet. » Il leva les papiers comme s'il s'agissait d'un texte sacré. Même de l'autre côté de la pièce, je pouvais voir que le document était dactylographié de manière non professionnelle, la mise en forme légèrement de travers. « Nous avons fait rédiger ceci, annonça-t-il, sa voix remplie d'importance personnelle. C'est un accord familial. Il officialise une voie à suivre qui profite à tous et maintient l'héritage familial intact. » Il s'approcha et me le tendit. Ma main était étonnamment stable quand je le pris. Le titre était en caractères gras et surdimensionné, accord familial sur l'usage et l'héritage du chalet. On aurait dit quelque chose qu'il avait conçu lui-même après avoir regardé un seul épisode d'une émission de tribunal en journée. Mes yeux parcoururent le document. C'était un chef-d'œuvre de droit délirant. Il était rempli de phrases absurdes telles que distribution équitable de l'héritage, gestion de l'actif familial et les obligations morales du légataire principal. C'était une salade de mots d'auto-justification, mais le cœur de celle-ci était brutalement simple. La clause stipulait qu'Eric et sa famille en pleine croissance se verraient accorder des droits de résidence exclusifs au chalet, gratuitement, pour une durée indéterminée. La clause 2 stipulait que ma propre utilisation de la propriété serait limitée à un maximum de 4 week-ends préapprouvés par an, sous réserve d'une demande écrite 30 jours à l'avance et de l'approbation d'Eric. La clause 3 déclarait qu'en échange de ma coopération, je remplissais mon devoir et assurais l'harmonie familiale continue. Je sentais un rire froid et aigu bouillonner en moi, mais je l'avalais. Ce document n'était pas seulement insultant, c'était une déclaration qu'il me voyait non pas comme un fils, mais comme une ressource à gérer. Lentement, j'ai baissé les papiers et j'ai levé les yeux, laissant mon regard voyager sur leur visage plein d'attente. Mon père, gonflé de certitude patriarcale, ma mère, ses yeux déjà remplis de larmes stratégiques, Eric, un petit sourire suffisant jouant sur ses lèvres, Jessica, fixant le sol, l'image même du désespoir humble. Non, dis-je. Le mot était silencieux, mais il atterrit avec la force d'un coup physique. Le silence dans la pièce était absolu. Le visage de mon père, qui avait été si satisfait, commença à se tordre d'incrédulité. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, répétai-je, ma voix plus ferme cette fois. Je posai les papiers ridicules sur la table basse comme s'ils étaient contaminés. Je ne signerai pas ça. Ce n'est pas une discussion. Le chalet est à moi. Ce n'est pas un actif communautaire. Cette conversation est terminée. Et voici les sanglots. Le visage de ma mère s'effondra, et elle l'enfouit dans ses mains, ses épaules commençant à trembler avec des sanglots bruyants et théâtraux. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu dois être si cruel, Marc, sanglota-t-elle dans ses paumes. Pourquoi dois-tu toujours choisir les choses plutôt que les gens, plutôt que ta propre famille? Cela déchire notre famille. N'as-tu pas de cœur? Ton frère, sa petite amie enceinte, ils ont besoin d'un endroit sûr pour leur bébé,
et tu te contentes d'amasser cette grande maison vide. La performance était époustouflante. La culpabilité était étalée si épaisse que j'aurais pu la gratter avec un couteau. Jessica, sur commande, serra sa fille plus fort, levant les yeux vers moi avec de grands yeux blessés. Eric passa un bras protecteur autour d'elle, me lançant un regard noir. Le tableau était complet, Marc, le méchant sans cœur. J'en avais assez. Je me suis levé. Je n'amasse rien, je protège ce qui est légalement et moralement à moi, et je ne me laisserai pas faire chanter émotionnellement. J'en ai fini. Je me suis tourné et j'ai marché vers la porte, les sanglots de ma mère s'intensifiant derrière moi. Tu brises le cœur de ta mère, Marc. Tu déchires cette famille en morceaux. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit, tout mon corps tremblant d'un mélange toxique de rage et d'adrénaline. Je suis monté dans mon camion, enfonçant la clé dans le contact. Avant même que je puisse le tourner, mon téléphone a vibré. L'identification de l'appelant indiquait les tante Suzanne, la sœur de mon père. Mon ventre se serra, mais une petite partie stupide de moi pensa, peut-être quelle sera la voix de la raison. J'étais un imbécile. Marc, commença-t-elle sans préambule, sa voix tranchante et accusatrice. Ton père vient de m'appeler, et je dois dire que je suis profondément déçu par toi. Tante Suzanne, tu n'entends qu'une seule version de l'histoire, essayai-je d'intervenir. J'entends la version où un fils manque de respect à ses parents et tourne le dos à son propre frère dans son moment de besoin, rétorqua-t-elle. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce chalet a toujours été un endroit pour toute la famille. Ton grand-père se retournerait dans sa tombe en te voyant agir comme ça si hautain. Ta mère est inconsolable. Tu as été mieux élevé que ça. Ces mots me parurent comme des pierres qu'on me lançait. Elles ne faisaient que répéter leur scénario, leur narration tordue. J'ai réalisé avec un choc esséurant que la réunion de famille n'était pas le coup d'envoi, elle faisait partie d'une campagne coordonnée beaucoup plus vaste visant à m'isoler et à me faire pression. Tu ne comprends pas, dis-je, ma voix creuse. Oh, je comprends parfaitement, dit-elle froidement. Je comprends que tu as laissé le succès te monter à la tête, et tu as oublié d'où tu viens. Tu devrais avoir honte de toi. Elle raccrocha. J'ai regardé l'écran noir. Le sentiment de trahison était si profond qu'il était presque physique, un poids froid pesant sur ma poitrine. Ce n'était plus seulement eux, ils avaient dressé la famille contre moi. J'étais une île. Alors que j'étais assis là, stupéfait, la porte d'entrée de la maison s'ouvrit brusquement et Eric sortit en trombe. Il ouvrit violemment la portière passager de mon camion et s'y glissa, le visage rouge et taché de colère. « C'est quoi ton putain de problème » cracha-t-il, sa voix tremblant. « Sors de mon camion, Eric. »« Pas tant que tu n'auras pas compris ça, dit-il, pointant un doigt vers mon visage. « Jessica est enceinte. ENCUINTE. Nous avons besoin de ce chalet. Maman et papa nous l'ont promis. C'était leur cadeau pour le bébé. Sur la base de cette promesse, nous avons déjà donné notre préavis de 30 jours à notre propriétaire. Nous allons nous retrouver à la rue à cause de toi. » La dernière pièce se mit en place. Ils avaient intentionnellement créé cette crise. Ils avaient fait une promesse avec ma propriété, poussé Eric à brûler ses ponts et orchestré toute cette situation pour que je sois forcé soit de céder, soit de passer pour le méchant qui mettait une femme enceinte à la rue. C'était un piège parfaitement construit. Ta mauvaise planification n'est pas mon urgence, Eric, dis-je, ma voix dangereusement calme. Une promesse faite avec quelque chose qui ne leur appartient pas ne vaut rien. Toi, de toutes les personnes, tu devrais savoir qu'il ne faut pas compter sur une aumône. Alors c'est ça? Tu vas juste nous regarder finir à la rue, hurla-t-il, sa voix craquant d'incrédulité paniquée. Je ne te fais rien du tout, Eric, dis-je, me tournant finalement pour croiser son regard, lui laissant voir l'absence absolue de compromis dans mes yeux. Je t'empêche simplement de prendre ce qui m'appartient. Il y a une très grande différence. Maintenant, pour la dernière fois, sors. Il me fixa, sa bouche s'ouvrant et se fermant silencieusement. Il cherchait l'ancien Marc, celui qui finirait par soupirer et céder pour maintenir la paix. Il ne le trouva pas. Avec un cri de frustration, il sortit et claqua la porte si fort que tout le cadre du camion trembla. Alors que je m'éloignais du trottoir, une certitude froide et dure s'installa en moi. La dernière lueur d'espoir d'une issue pacifique et raisonnable avait été éteinte. Ils m'avaient montré exactement qui ils étaient. Il n'y avait pas de famille à sauver ici, il n'y avait qu'une guerre à gagner. La semaine qui suivit fut définie par un silence assourdissant.
Les SMS de suivi quotidien de ma mère, les appels de mon père au sujet d'un problème insignifiant avec sa tondeuse à gazon, tout cela cessa. C'était un silence calculé, un retrait stratégique conçu pour me faire sentir tout le poids de leur désapprobation. Ils attendaient que je craque, que je les appelle la queue entre les jambes, prêts à supplier leur pardon et à signer leur accord insensé. Ils m'ont complètement mal jugé. Les événements de ce dimanche ne m'avaient pas brisé, ils m'avaient forgé en quelque chose de nouveau. L'appel téléphonique avec tante Suzanne avait été le coup de grâce. Il avait cautérisé tout sentiment persistant d'obligation familiale. Mon but n'était plus de leur faire comprendre, mon but était de me protéger d'eux. Je n'ai pas passé la semaine à me morfondre dans l'anxiété, je l'ai passé dans une préparation ciblée et méthodique. Le dossier épreuve est devenu ma salle de guerre. La colère et la douleur étaient toujours là, mijotant sous la surface, mais je les ai canalisés en action. Il était temps de construire ma forteresse. J'ai passé une soirée entière à mon bureau à transformer mes preuves numériques en un arsenal imprimé. J'ai commencé par le site web du greffier du comté. En quelques clics et en payant une petite somme avec ma carte de crédit, j'ai obtenu une copie certifiée conforme de l'acte de propriété du chalet. Voir mon nom, Mark Peterson, comme seul propriétaire en impression officielle et notariée, c'était comme tenir un bouclier. Ensuite, j'ai ouvert la copie numérique du testament de mon grand-père que mon avocat m'avait envoyé il y a des années. J'ai trouvé l'article spécifique, je l'ai mis en surbrillance et je l'ai imprimé en haute qualité, à mon petit-fils, Mark Peterson, je lègue mon chalet de montagne et tout son contenu, avec ma plus profonde confiance qu'il en prendra soin comme je l'ai fait. La lecture de ces mots de l'homme que je respectais le plus au monde ressemblait à une approbation directe, une bénédiction sur la bataille que j'étais sur le point de mener. Ensuite vinrent les empreintes numériques, les journaux Wi-Fi. J'ai imprimé chaque page, utilisant un surligneur jaune pour mettre en évidence les entrées de l'iPhone d'Eric et du Galaxy S21 de Jessica, les dates, les heures, la durée de leur connexion. C'était un modèle clair et indéniable d'intrusion, une histoire secrète de leurs droits. Je ne comptais pas seulement sur ce que j'avais non plus. J'ai passé 1 heure sur le site web du gouvernement de mon État à lire les lois sur l'intrusion criminelle et les droits de propriété. Je voulais connaître mes droits non seulement moralement mais légalement, jusqu'à la lettre de la loi. J'ai imprimé les sections pertinentes, mettant en évidence les parties concernant l'habitation non autorisée et la procédure pour faire enlever les personnes indésirables par les forces de l'ordre. Enfin, avec les lois devant moi, j'ai rédigé mon propre document. C'était un avertissement formel d'intrusion, formulé clairement et sans émotion. Il nommait Robert Peterson, Linda Peterson, Eric Peterson et Jessica Miller, et déclarait qu'il leur était formellement interdit d'entrer dans la propriété située au 125 Aspen Ridge Road. Il concluait en indiquant que toute violation de la vie entraînerait une action immédiate des forces de l'ordre. J'ai laissé les lignes de signature et de date en blanc, prêts pour le moment où j'en aurais besoin. J'ai glissé chaque document à l'acte, le testament, les journaux, les lois, l'avertissement dans sa propre pochette en plastique transparent. J'ai tout rangé dans un dossier manié impeccable. C'était comme assembler une arme, chaque feuille de papier une autre cartouche. Le jeudi après-midi, en plein milieu de ce travail sinistre, mon téléphone professionnel vibra. Une notification par email s'afficha sur mon écran. L'objet était court et précis, suivi du projet Titan. Il provenait de David Sterling, le PDG de mon entreprise. Mon cœur rata un battement. Un email du PDG était généralement une grosse affaire. Je l'ai ouvert, l'esprit encore à moitié occupé par le droit immobilier. Marc, commençait-il, juste un petit mot pour te remercier encore une fois de ton incroyable leadership sur le lancement de Titan. Tu as pris un projet qui était en retard et qui dépassait le budget et tu l'as transformé en une victoire majeure pour l'entreprise. Le client est ravi, le conseil d'administration est impressionné. Ton professionnalisme sous pression est un atout rare et précieux pour cette firme. En reconnaissance de cela, nous avons traité une prime de performance significative pour le 2e trimestre, que tu verras lors de ton prochain cycle de paie. Plus important encore, je voulais que tu saches que ton travail n'est pas passé inaperçu. Tu as prouvé que tu étais un leader. Bien joué. Cordialement, David Sterling. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, l'email brillant sur l'écran. Je l'ai lu 1 fois, puis 2 fois. Le contraste était saisissant. Dans une partie de ma vie, ma famille complotait activement contre moi, me considérant comme égoïste, difficile, un obstacle à surmonter. Et dans l'autre, le PDG de mon entreprise me qualifiait de leader, de professionnel, d'atout précieux. C'était plus qu'un simple regain de confiance,
c'était un miroir me montrant qui j'étais vraiment par rapport au reflet déformé que ma famille essayait de m'imposer. Il considérait mon dévouement comme un défaut, Monsieur Sterling le considérait comme une vertu. Il considérait mes limites comme de l'égoïsme, il considérait mon leadership comme un atout. Cet email est devenu la pièce finale, la plus importante de mon armure. Il ne s'agissait pas de l'argent, c'était une validation externe puissante de mon identité. Je n'étais pas l'enfant à problème qu'il dépeignait. J'étais un professionnel compétent et respecté. J'étais l'homme à qui mon grand-père avait confié son héritage. Avec cette nouvelle clarté, je me suis souvenu d'une dernière chose. Il y a quelques semaines, mon père m'avait appelé tard un samedi soir. J'étais sorti, donc je n'ai pas répondu. Il avait laissé un message vocal confus que j'avais ignoré à l'époque. J'ai fait défiler mon téléphone, mon pouce planant au-dessus du dossier supprimé. Je l'ai trouvé et j'ai appuyé sur lecture. Sa voix, pâteuse à cause de l'alcool, a rempli mon oreille. Marquis? Hey, mon fils, c'est ton père. Juste dehors avec quelques vieux amis. Et, écoute. Il y a eu un son étouffé, comme s'il parlait à quelqu'un à côté de lui. Oui, je laisse un message, non, il ne répond jamais. Il a ri doucement, puis s'est retourné vers le téléphone. Écoute, mon fils, ne t'inquiète pas pour ton frère. On a un plan. On va avoir cette cabane pour Eric, d'une manière ou d'une autre. Un homme doit pourvoir aux besoins de sa famille, n'est-ce pas? C'est la bonne chose à faire. On va arranger ça. Mon sang s'est glacé. J'ai immédiatement appuyé sur enregistrer le message vocal. Il était là, la confession, la preuve indéniable de son intention préméditée, livrée avec ses propres mots arrogants et ivres. Le dossier sur mon bureau ne ressemblait plus à une arme, il ressemblait à un bouclier de vérité, et j'étais prêt à l'utiliser. Le week-end à venir n'était pas seulement un voyage à la montagne, c'était un règlement de compte. Le trajet de 2 heures jusqu'à la cabane vendredi était différent de tout ce que j'avais jamais fait. Le sentiment de paix habituel que je ressentais lorsque la ville cédait la place aux montagnes était remplacé par une concentration froide, semblable à un laser. Ce n'était pas une évasion, c'était une mission. Mon dossier manille, mon bouclier de vérité, était posé sur le siège passager à côté de moi. Il semblait lourd de la gravité de ce qui allait se passer. Je n'espérais pas gagner une dispute, j'étais prêt à mettre fin à une guerre. Franchir ce dernier virage familier sur le chemin de gravier et voir le camion de déménagement ressemblait moins à un choc qu'à une confirmation finale et sinistre. Ils étaient réellement allés jusqu'au bout. Ils avaient franchi une ligne de non-retour. Leur arrogance était si profonde qu'ils n'avaient jamais envisagé que je puisse me défendre. J'ai manœuvré mon camion, le parquant directement derrière le grand camion de déménagement, bloquant complètement sa sortie. C'était un petit acte de contrôle délibéré. J'ai pris le dossier, j'ai pris une profonde respiration stabilisatrice, et j'ai marché vers la porte d'entrée ouverte de ma maison. La scène à l'intérieur était une violation surréaliste de tout ce que la cabane représentait. Mon père, Robert, dirigeait les 2 déménageurs avec l'air d'un empereur romain. Ma mère, Linda, était dans la cuisine, rangeant joyeusement ses assiettes dépareillées dans les armoires artisanales de mon grand-père. Et dans la chambre d'amis, Jessica tenait une grenouillère de bébé, discutant des couleurs de peinture avec mon frère, Eric. Ils faisaient leur nid dans mon nid. Ils étaient tellement absorbés par leur prise de contrôle triomphale qu'ils ne m'ont pas remarqué jusqu'à ce que je me tienne juste dans l'entrée. « Marc » s'est exclamée ma mère, sa voix un peu trop aiguë, son sourire un peu trop éclatant. « On parlait justement de toi. » Je n'ai pas rendu son sourire. J'ai laissé mon regard dériver sur les meubles laids, les piles de leurs affaires, la profanation de mon sanctuaire. Je les ai regardés chacun à leur tour, laissant le silence s'étirer. « Qu'est-ce que tout ça ?» ai-je finalement demandé. Ma voix était calme, dangereusement dépourvue de la colère qui bouillonnait dans mon ventre. Ce calme semblait les déconcerter plus que des cris ne l'auraient jamais fait. Mon père, toujours le porte-parole, a gonflé sa poitrine et s'est avancé vers moi. Il m'a tapoté l'épaule dans un geste de fausse bonhomie. « Mon fils, nous avons pris une décision exécutive, en tant que tes parents, a-t-il tonné, débitant la ligne qu'il avait manifestement répétée. Il est temps que tu apprennes à partager. C'est une cabane familiale, et en ce moment, la famille de ton frère en a plus besoin que toi. » Je me suis contenté de le regarder fixement.
J'ai regardé au-delà de son visage suffisant les deux déménageurs qui avaient cessé de travailler et qui regardaient maintenant le spectacle avec l'intérêt vif des passants lors d'un accident de voiture. Vous avez une minute, ai-je dit, ma voix aussi froide et dure que le granit. Une minute pour faire sortir vos gens et vos affaires de ma maison et de ma propriété. Mon père a réellement ri, un rire court, sec et incrédule. Ne sois pas ridicule, Marc. C'est toi qui vas devoir partir. C'est la maison d'Éric maintenant. Ne fais pas de scène. Ce n'est pas moi qui fais une scène, ai-je dit calmement. C'est vous. Et votre minute est en train de s'écouler. C'est à ce moment-là que j'ai sorti mon téléphone. Un éclair d'incertitude a finalement traversé le visage de ma mère. Qu'est-ce que tu fais, Marc? J'appelle le shérif, ai-je dit, et sans un mot de plus, j'ai composé le numéro du service du comté. Le visage de mon père s'est transformé de la suffisance à un violet foncé et marbré. Tu ne ferais pas ça. On n'appelle pas la police sur sa propre famille. Ce n'est pas comme ça qu'on règle les choses. Vous avez renoncé à votre droit d'être traité comme une famille à partir du moment où vous avez décidé de commettre un crime, ai-je rétorqué. Alors que la voix du répartiteur se faisait entendre, j'ai calmement donné mon nom, mon adresse et déclaré que j'étais le propriétaire légal d'une propriété sur laquelle plusieurs personnes étaient entrées illégalement et refusaient de partir. Le répartiteur a dit qu'un adjoint serait là dès que possible. Les 15 minutes que nous avons attendu la voiture de patrouille ont semblé une éternité. L'atmosphère dans la cabane était si épaisse qu'on pouvait s'étouffer. Ma mère s'était effondrée sur l'un de ses nouveaux fauteuils laids, le visage enfoui dans ses mains, sa bravade antérieure remplacée par des sanglots paniqués. Éric était sorti de la pièce du fond, l'air pâle et incertain. Jessica, cependant, avait retrouvé son courage. Elle avait son téléphone en main et m'enregistrait, avec un rictus vicieux sur son visage. Tout le monde va voir quel monstre sans cœur tu es, a-t-elle sifflé, en jetant une femme enceinte hors de chez elle. Je l'ai complètement ignoré. Je suis resté à ma place près de la porte, les bras croisés, le dossier mani serré dans ma main. J'étais une statue de défi. Enfin, le crissement des pneus sur le gravier a annoncé l'arrivée de la loi. Une voiture de patrouille du shérif du comté s'est arrêtée derrière mon camion. Un grand homme avec une épaisse moustache grise et les yeux fatigués de quelqu'un qui avait tout vu est sorti. Sa plaque signalétique indiquait le shérif Miller. C'était un visage que je reconnaissais dans les environs. Très bien, tout le monde, a-t-il dit, son regard parcourant toute l'étrange scène, le camion de déménagement, le groupe de personnes tendues, moi me tenant comme une sentinelle à la porte. Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe ici? Mon père, voyant l'insigne, a immédiatement adopté son rôle de patriarche raisonnable et inquiet, victime de son fils rebelle. Shérif, Dieu merci que vous soyez là. Ce n'est qu'un malentendu familial, c'est tout. Voici mon fils, Marc, a-t-il dit, en me désignant avec un mélange de pitié et de mépris. Il est un peu possessif avec la cabane familiale. Nous étions juste en train d'installer mon autre fils, Éric. Sa copine ici est enceinte. Ils ont besoin d'un endroit stable. Le regard du shérif Miller s'est tourné vers moi. C'était un regard neutre, évaluateur. Fils, est-ce votre propriété? Oui, monsieur, c'est le cas, ai-je dit clairement. Elle m'a été léguée, et seulement à moi, par mon défunt grand-père. J'ai l'acte notarié juste ici. J'ai ouvert mon dossier et lui ai remis le premier document sous plastique. Il l'a pris, ses yeux parcourant l'impression officielle. Mon père a laissé échapper un ricanement. Ce n'est qu'un bout de papier. Nous sommes ses parents. Cela nous donne certains droits. Nous essayons de faire ce qui est le mieux pour toute la famille. Le shérif a regardé de l'acte qu'il tenait dans sa main à mon père, puis de nouveau à moi. Je pouvais voir le débat interne dans ses yeux. C'était un shérif de petite ville qui s'occupait probablement de litiges de limites de propriété et de chiens qui aboient, pas de ce niveau de guerre familiale intense. Il cherchait le moyen le plus facile de s'en sortir, un moyen de nous dire à tous de nous calmer et de régler la situation entre nous. C'était le moment de vérité. Il n'y avait pas de PDG qui passait par là, il n'y avait pas de coïncidence heureuse. Il n'y avait que moi, ma préparation et la vérité. Shérif, ai-je dit, ma voix résonnant d'une confiance que je ne savais pas posséder, mon père a tort. Ce n'est pas un malentendu. C'est une tentative calculée de saisir illégalement ma propriété. Je lui ai remis le document suivant. Ceci est une copie du testament de mon grand-père, article 4, section B. C'est tout à fait clair. Il l'a lu.
Mon père a recommencé à tempêter sur la loyauté familiale. J'ai remis les journaux Wi-Fi. Et ceci est la preuve qu'ils ont sciemment et à plusieurs reprises violé ma propriété au cours des 3 derniers mois. Les sourcils du shérif ont remonté sur son front alors qu'il feuilletait les pages. Il a lancé un regard acéré à Eric, qui a soudainement trouvé le sol fascinant. Jessica a légèrement baissé son téléphone. Mais le plus important, ai-je dit, ma voix baissant alors que je sortais mon téléphone, la chose qui prouve que ce n'était pas un malentendu, mais un acte prémédité, c'est ça. J'ai trouvé le message vocal enregistré. J'ai mis le volume de mon téléphone à fond. J'ai appuyé sur lecture. La propre voix ivre et vantarde de mon père a rempli la cabane, rebondissant sur les murs en bois que mon grand-père avait si soigneusement construits. Marquis? Hey, c'est ton père. Écoute, mon fils, ne t'inquiète pas pour ton frère. On a un plan. On va avoir cette cabane pour Eric, d'une manière ou d'une autre. Un homme doit pourvoir aux besoins de sa famille, n'est-ce pas? C'est la bonne chose à faire. On va arranger ça. Le message vocal s'est terminé. Le silence qu'il a laissé derrière lui était absolu et accablant. Mon père a regardé le téléphone dans ma main comme si c'était un serpent. Sa bouche était ouverte, mais aucun son n'en est sorti. La couleur a disparu de son visage, laissant derrière lui un masque grisâtre et pâteux de choc. Il avait été condamné par ses propres mots. Le shérif Miller a regardé de mon père sans voix à moi. La lassitude avait disparu de ses yeux. Elle a été remplacée par une certitude professionnelle et dure. Il s'est redressé de toute sa hauteur et s'est tourné pour faire face à mon père. Sa voix n'était plus celle d'un médiateur, c'était la voix de la loi. Robert, a-t-il dit, son ton glacial, vous et tous ceux qui sont avec vous avez 2 choix. Vous pouvez emballer tout ce que vous avez apporté sur cette propriété et partir immédiatement, ou je peux vous placer, votre femme, votre fils et sa petite amie en état d'arrestation pour violation de propriété et complot en vue de commettre la même chose. C'est votre choix. Vous avez 5 minutes pour vous décider. Le combat était terminé. Leur réseau élaboré de manipulation, de droit et de chantage émotionnel avait été complètement détruit par la simple lumière froide et dure de la vérité, une vérité que je m'étais battu pour faire éclater, tout seul. Le changement dans la pièce a été instantané et absolu. C'était comme si un interrupteur avait été actionné. L'indignation vertueuse de mon père s'est effondrée en un tas de chocs stupéfaits et blafards. Il avait l'air d'un homme qui venait d'être publiquement déshabillé. Les sanglots dramatiques de ma mère, qu'elle avait recommencé à intensifier lorsque le shérif est arrivé, se sont transformés en gémissements calmes et pathétiques. La réalité de la situation, les lumières clignotantes d'une voiture de patrouille, la menace d'une arrestation réelle, avait finalement percé sa bulle de privilège maternel. Le shérif Miller se tenait près de la porte, une figure silencieuse et imposante, les bras croisés sur sa poitrine. Il n'avait pas besoin de dire un mot de plus. Sa présence suffisait. Les 2 déménageurs, qui avaient regardé tout le drame se dérouler avec l'attention captive d'un public de théâtre, ont échangé un signe de tête rapide et presque imperceptible. Avec un professionnalisme qui contrastait fortement avec le chaos de ma famille, ils se sont immédiatement remis au travail, cette fois en ramenant les canapés à fleurs à l'extérieur de la porte et vers le camion de déménagement. Eric a refusé de croiser mon regard. Son visage était un masque pâle et moite de peur et de ressentiment. Il a commencé à saisir des boîtes, ses mouvements saccadés et colériques, les claquant avec une force irritée. Il n'était pas en colère contre ses parents pour l'avoir mis dans cette situation, il était en colère contre moi de ne pas les laisser s'en tirer. Jessica a finalement rangé son téléphone. Le rictus du guerrier des médias sociaux en herbe avait disparu, remplacé par une panique aux yeux écarquillés. Elle a saisi la main de sa fille Emma et a commencé à fourrer frénétiquement des vêtements de bébé et des jouets dans un sac à couches. Son rêve d'un paradis montagnard sans loyer, un cadeau auquel elle se sentait en droit, se dissolvait en un cauchemar d'humiliation publique. Mon père a finalement retrouvé une parcelle de sa voix, mais c'était une chose faible et avide, dépouillée de tout son pouvoir antérieur. Il a pointé un doigt tremblant vers moi, sa dernière tentative pathétique d'affirmer son autorité. « Tu vas le regretter, Marc, a-t-il dit d'une voix rauque. Tu n'es plus mon fils. Après aujourd'hui, tu es mort pour moi. Je peux vivre avec ça, ai-je répondu, ma voix complètement dépourvue d'émotion. La menace d'être déshérité, une arme qu'il avait brandie au-dessus de ma tête toute ma vie, n'était plus qu'un bruit vide. On ne peut pas être licencié d'un emploi que l'on a déjà décidé de quitter. Alors qu'ils commençaient tous leur marche de la honte hors de ma cabane, ma mère s'est arrêtée à la porte.
Elle a tendu une main tremblante comme pour toucher mon bras. Son visage était un désastre de maquillage étalé et de confusion authentique. « Marc, comment as-tu pu nous faire ça ?» a-t-elle chuchoté. « À ta propre famille. » Je l'ai regardé droit dans les yeux, la source d'une vie de manipulation émotionnelle et de culpabilité. J'ai vu non pas une mère mais une stratège dont le dernier pari avait échoué. « Maman, ai-je dit, ma voix basse et claire pour qu'elle seule l'entende, les voyages de culpabilité sont terminés. Les larmes ne marchent plus sur moi. Rien de tout ça ne marche. C'est fini. » Elle a tressailli comme si mes mots étaient un coup physique. Elle a retiré sa main brusquement, s'est retournée et s'est précipitée hors de la porte après son mari, un général battant en retraite d'une bataille perdue. Alors qu'il chargeait le dernier de leurs affaires, Eric s'est approché de moi une dernière fois en tapant du pied. « Tu es content maintenant ?» a-t-il grogné. « Tu as eu ce que tu voulais. Tu as déchiré toute notre famille pour une maison stupide. » « Non, Eric, ai-je dit calmement. Toi, maman et papa avaient déchiré cette famille quand vous avez décidé que je n'avais pas d'importance. La maison était juste l'endroit où cela s'est produit. Maintenant, sors de ma propriété. » Il m'a regardé fixement, sans voix, puis s'est retourné et est monté dans son camion, claquant la porte. Je suis resté sur le porche et je les ai regardés partir, une triste et pathétique caravane de défaite, soulevant de la poussière alors qu'ils disparaissaient sur la route. Les déménageurs ont terminé leur travail, et le chef d'équipe est venu vers moi. C'était un grand gars avec des bras tatoués et un visage étonnamment gentil. « Voici votre copie de la facture, monsieur, » a-t-il dit, en me tendant un bout de papier. « Pour ce que ça vaut, bien joué d'avoir tenu bon. » Il m'a fait un petit signe de tête respectueux, et puis ils sont partis aussi. Un silence profond est descendu sur la cabane. C'était un silence lourd et compliqué, épais du résidu de l'affrontement laid. Mais sous le poids de ce silence, je pouvais sentir les premiers frémissements timides d'une paix véritable. Je n'ai pas attendu. Ma résolution était un feu ardent maintenant. Le premier appel a été à un serrurier ouvert 24 heures sur 24 dans la ville voisine. « J'ai besoin que toutes les serrures soient changées dès que possible, ai-je dit. » Le deuxième appel a été à une entreprise de sécurité à domicile. « Je veux le grand jeu, ai-je dit au vendeur. Caméra, détecteur de mouvement, détecteur de bris de verre, tout ce que vous avez. » Mon sanctuaire devenait une forteresse, et je n'avais aucun regret. Pendant que j'attendais, j'ai commencé le processus de récupération de mon espace. J'ai trouvé quelques boîtes qu'ils avaient laissées derrière eux dans leur hâte. Je n'ai même pas regardé à l'intérieur, je les ai traînées jusqu'à l'allée et les ai laissées près des poubelles pour le ramassage des ordures. J'ai parcouru toute la cabane, ouvrant toutes les fenêtres, laissant l'air pur et frais de la montagne entrer en trombe et purger le parfum rance de leur présence. Alors que je balayais le sol, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai regardé l'écran pendant un long moment, puis j'ai répondu, en le mettant sur haut-parleur. « Bonjour, Marc, c'est ta mère. » Sa voix était rauque, épuisée. « Ton père est un désastre. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Tu l'as humilié, Marc. Tout ce que nous essayions de faire, c'était d'aider ton frère à bien démarrer dans la vie. » Le manque total et inébranlable de conscience de soi était presque impressionnant. « Vous essayez de voler ma maison, maman, ai-je dit, ma voix lasse. Appelons un chat un chat. Oh, tout tourne toujours autour des choses avec toi, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une maison. La famille est plus importante que les briques et le mortier. Tu dois appeler ton père et t'excuser. Tu dois réparer ça. Laisse Eric avoir la cabane. C'est la seule façon. » J'ai arrêté de balayer. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, regardant la vaste étendue des montagnes, les pics nets contre le ciel qui s'assombrissait. « Non, ai-je dit simplement. »« Non » a-t-elle répété, sa voix montant d'incrédulité. « Non. Je ne m'excuserai pas de m'être protégé. Je ne réparerai pas un problème que je n'ai pas créé. Le serrurier est en route. Mon avocat vous enverra, à toi, à papa, à Eric et à Jessica, des avertissements officiels notariés d'intrusion par courrier certifié demain. Si l'un d'entre vous remet les pieds sur cette propriété, je vous ferai arrêter. Est-ce que c'est absolument clair comme de l'eau de roche? » Il y a eu un son étouffé et étranglé à l'autre bout du fil, puis la ligne s'est coupée. J'ai mis fin à l'appel et j'ai posé le téléphone. J'ai ressenti une pointe de chagrin, un deuil bref et aigu pour la famille que j'aurais aimé avoir, la famille que je n'aurai jamais.
Mais ce chagrin a été rapidement englouti par un raz de marée de soulagement. La chaîne finale avait été brisée. Le cycle de culpabilité, d'obligation et de manipulation qui durait depuis toujours était terminé. J'avais perdu une famille, mais ce faisant, j'avais enfin et vraiment revendiqué ma propre vie. Les 6 mois qui ont suivi ont été une étude sur le pouvoir de guérison profond du silence. Les neiges d'hiver sont tombées, recouvrant les montagnes et ma vie d'une couche de blanc calme et immaculé. Les lettres certifiées de mon avocat, formelles et sévères, avaient clairement atteint leur but. Il n'y a plus eu d'appels téléphoniques colériques, pas de messages vocaux larmoyants, pas de visites surprises de parents enrôlés dans la campagne de diffamation de mes parents. C'était comme si une inflammation chronique et douloureuse dans ma vie s'était enfin calmée. La douleur initiale de la rupture a cédé la place à un sentiment croissant de légèreté, de santé. La forteresse que j'avais construite autour de la cabane s'est lentement transformée en un sanctuaire. Le système de sécurité de haute technologie, avec ses caméras et ses capteurs, est devenu un gardien silencieux et vigilant. Pendant les premières semaines, je me suis retrouvé à vérifier obsessivement le flux en direct sur mon téléphone, une paranoïa persistante de l'invasion. Mais au fur et à mesure que les semaines paisibles se transformaient en mois paisibles, j'ai commencé à oublier qu'il était même là. La cabane était à nouveau à moi, non pas un champ de bataille mais un havre de paix. Ma vie en ville a trouvé un nouveau rythme, plus vibrant. Libéré du bourdonnement constant et de faible intensité des drames familiaux qui avaient été la bande sonore de ma vie pendant si longtemps, j'ai découvert que j'avais plus d'énergie, plus de créativité, plus de concentration. Mon travail à la firme de technologie a prospéré. J'ai entrepris de nouveaux projets, non pas par besoin de faire mes preuves, mais par passion authentique. Et j'ai recommencé à sortir, à vraiment sortir, pour la première fois depuis longtemps. Elle s'appelait Anna. Elle était architecte, une femme qui concevait des espaces forts, beaux et fonctionnels pour gagner sa vie, cela semblait approprié. Elle était d'une intelligence vive, avec un rire rapide et un calme assuré que je trouvais incroyablement attirant. Elle avait sa propre vie, ses propres ambitions. Lorsque je lui ai finalement raconté l'histoire de ce qui s'était passé avec ma famille, en commençant vaguement au début, puis en donnant les détails au fur et à mesure que ma confiance en elle grandissait, elle n'a pas offert de sympathie ou de platitude. Elle a juste écouté attentivement, ses yeux intelligents observant mon visage. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant un moment, puis elle a simplement dit, « Cela ressemble à une décision incroyablement douloureuse et difficile, mais cela ressemble aussi à une décision nécessaire pour votre propre survie et votre bien-être. » C'était tout. Pas de jugement, pas de culpabilité, pas de « mais c'est ta famille ». Juste une reconnaissance lucide de ma réalité. À ce moment-là, je me suis senti plus vu et compris que je ne l'avais été en 32 ans avec les personnes qui étaient censées me connaître le mieux. Je l'ai emmenée à la cabane pour la première fois lors d'un week-end de printemps brillant et vif. Les dernières neiges fondaient, et les trembles étaient couverts de la brume vert pâle des nouveaux bourgeons. L'air sentait la terre humide et la renaissance. J'avoue que j'étais nerveux. Je craignais qu'une sorte de tache psychique de ce jour horrible ne persiste, qu'elle ne ressente la mauvaise énergie. Mais alors que je la regardais sortir sur le pont et lever son visage vers le soleil chaud, un sourire authentique et spontané s'étendant sur son visage, j'ai su que les fantômes avaient été exorcisés pour de bon. « Marc, c'est absolument époustouflant, » a-t-elle dit, sa voix remplie d'admiration sincère. « Votre grand-père était un homme très talentueux. » « Il l'était, » ai-je dit, une vague de fierté me submergeant. « Il voulait que ce soit un lieu de paix. »« Eh bien, » a-t-elle dit, se tournant et glissant sa main dans la mienne, ses doigts s'emboîtant parfaitement entre les miens, mission accomplie. Nous avons passé le week-end à faire de la randonnée sur des sentiers qui commençaient à peine à se dégager, à cuisiner ensemble dans la petite cuisine et à parler pendant des heures au coin du feu. Nous avons parlé de notre travail, de nos rêves, de nos passés, mais nous n'avons jamais parlé de mes parents ou d'Éric. Nous n'en avions pas besoin. La cabane n'était plus définie par eux. C'était une ardoise vierge, et nous commencions à écrire notre propre histoire dessus. Quelques semaines après ce voyage, j'ai reçu un appel de David. « Mec, tu ne vas pas croire la rumeur qui vient de me tomber dessus, » a-t-il dit, une note d'amusement sombre dans sa voix. « Balance-la, » ai-je ri. Alors j'étais à un afterwork avec d'anciens collègues. Il s'avère que l'un des nouveaux juristes assistants de mon ancien cabinet est la cousine de Jessica. La cousine de ton frère, l'ex-petite amie Jessica, l'ex m'a frappé. Ex-petite amie? Qu'est-ce qui s'est passé? Effondrement total, mec, a dit David. Apparemment, une fois que la réalité s'est installée qu'il n'y aurait pas de maison de montagne gratuite dans son avenir,
le conte de fées s'est effondré. Le stress d'avoir un bébé avec un gars qui n'a pas de travail, pas d'argent et pas de perspective, tout s'est effondré. Ils ont eu une énorme dispute. Elle a emballé ses affaires et celles de sa fille et est retournée chez ses parents en Arizona. A laissé Eric sur le carreau. Je suis resté silencieux pendant un moment, laissant la nouvelle faire son chemin. Je n'ai pas ressenti un brin de triomphe ou de schadenfreude. J'ai juste ressenti une tristesse profonde et vide pour le gâchis qu'ils avaient tous créé. C'était un résultat prévisible et inévitable. Et Eric, ai-je finalement demandé, bien que je connaissais déjà la réponse. Où crois-tu, a dit David avec un ricanement ironique. Il a 27 ans et est de retour dans sa chambre d'enfant. La cousine a dit que ton père le harcèle toujours pour qu'il trouve une carrière, et ta mère cuisine toujours tous ses repas et fait sa lessive. Le royaume d'Anabli est pleinement opérationnel. Bien sûr, rien n'avait changé pour eux. Ils étaient coincés dans la même boucle toxique et codépendante. Ils avaient été prêts à sacrifier leur relation avec un fils dans une tentative spectaculairement ratée de soutenir l'autre, et ils n'avaient absolument rien appris dans le processus. Leur monde rétrécissait alors que le mien s'étendait. Ce week-end, j'étais à la cabane tout seul, faisant du nettoyage de printemps et de l'entretien. À l'arrière d'un placard à linge poussiéreux, caché sous une pile de vieilles couvertures, j'ai trouvé une petite boîte en carton dont je ne me souvenais pas avoir vue auparavant. Elle était scellée avec du ruban adhésif jaune cassant. Curieux, je l'ai apportée dans la pièce principale et je l'ai ouverte avec précaution. Elle était remplie de certains des effets personnels de mon grand-père, de vieilles photos en noir et blanc, un oiseau en bois magnifiquement sculpté, quelques romans westerns de poche usés, et tout au fond, enveloppé dans une toile cirée, il y avait un petit journal relié en cuir. Son journal. Avec un sentiment de révérence, je me suis assis sur le bord du canapé et je l'ai ouvert. Son écriture était soignée et forte. La plupart des entrées étaient des notes pratiques sur la construction de la cabane, les régimes climatiques, le nombre de poissons qu'il avait pêchés dans le ruisseau voisin. Mais en feuilletant les pages, j'ai trouvé une entrée datée d'une époque où je n'étais qu'un garçon. Elle disait 14 septembre. Marc est avec moi ce week-end. Un bon garçon. Il me suit partout, plein de questions sur les arbres et les animaux. Il a un cœur bon, un esprit sensible. Parfois, je m'inquiète qu'un cœur comme ça se fasse meurtrir par le monde. J'espère qu'il apprendra que pour protéger un cœur bon, il faut parfois construire une clôture solide autour. Un homme doit être assez fort pour protéger sa propre paix. J'ai fermé le journal, la gorge serrée par l'émotion. Les mots ressemblaient à un message direct, une bénédiction envoyée à travers les années. Il avait su. Il avait compris le cœur de qui j'étais et les défis auxquels je serais confronté. Mon combat pour cette cabane, ma décision de construire un mur contre la toxicité de ma famille, ce n'était pas une trahison de son héritage, c'était l'accomplissement ultime de celui-ci. J'avais enfin construit la clôture solide qu'il avait espérée. J'étais enfin devenu assez fort pour protéger ma propre paix. Cela fait plus d'1 an maintenant depuis le jour que j'appelle mon jour de la reconquête, une année de croissance tranquille, de guérison, de construction de quelque chose de nouveau et de fort. Anna et moi sommes fiancés maintenant. Nous avons organisé la fête de fiançailles ici même sur le pont de la cabane, entourés d'un petit groupe de vrais amis, la famille que nous avons choisie. Nous passons au moins un week-end par mois ici. C'est notre endroit maintenant. Il est rempli de l'odeur de son café préféré qui infuse le matin, du son de nos rires résonnant contre les poutres en bois, du silence confortable de 2 personnes qui se voient et se respectent vraiment. De temps en temps, quand je suis assis sur ce pont à regarder le coucher du soleil, mon esprit revient à mes parents et à mon frère. Je ne ressens plus la brûlure de la colère. La douleur profonde de la tristesse s'est estompée en un battement sourd et lointain. Ce que je ressens surtout maintenant, c'est une sorte de pitié détachée. Ils sont prisonniers dans une prison de leur propre fabrication, un petit monde amer où tous les autres sont à blâmer. Ils ont choisi leur récit plutôt que la réalité, leur projet d'enfant prodige plutôt que leur fils indépendant, et au final, il ne leur restait que leur propre ressentiment. J'ai entendu dire par David, qu'il a entendu dire par la cousine de Jessica, que la santé de mon père s'est détériorée. Le médecin lui a apparemment dit que c'était lié au stress. Je suppose qu'un cœur plein d'amertume est une lourde charge à porter. Ma mère, on me dit, joue toujours le rôle de la martyre qui souffre depuis longtemps, racontant à quiconque veut l'écouter son fils cruel et ingrat qui a abandonné sa famille. Et Eric est toujours Eric, vivant à la maison, attendant que la vie lui remette enfin le prix qu'il estime lui être dû.
Il y avait un chemin plus facile que j'aurais pu prendre ce jour-là. J'aurais pu céder. J'aurais pu signer leurs papiers ridicules, remettre mes clés et acheter une trêve temporaire et fragile au prix non négociable de mon respect de soi. Mais mon grand-père n'a pas construit cette cabane avec des matériaux fragiles, et il ne m'a pas élevé pour avoir une colonne vertébrale fragile. Il m'a appris, par ses actes et ses paroles, que certaines choses valent la peine de se battre, pas seulement un terrain ou une maison, mais votre dignité, vos limites, la connaissance intérieure calme et inébranlable que vous avez le droit à votre propre vie, à votre propre bonheur et à votre propre putain de paix. La cabane n'est plus qu'un sanctuaire pour moi maintenant. C'est un monument. C'est un témoignage de la décision la plus difficile, la plus effrayante et, au final, la meilleure que j'ai jamais prise. C'est l'incarnation physique de ma propre résilience. C'est l'endroit où j'ai perdu une famille mais où je me suis enfin et vraiment trouvé. Et chaque fois que je tourne la clé dans cette nouvelle serrure solide, je me souviens que les clôtures que nous construisons pour protéger notre paix sont les structures les plus importantes et les plus sacrées que nous allons jamais créer.